Deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin. Bonjour, Stanislas Guerini. Bonjour. Vous êtes le délégué général de La République En Marche, un homme très recherché puisque vous distribuez en ce moment des investitions municipales. On va en parler dans un instant avec Marcelo Vesfred du Figaro, bonjour, et Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Merci d'être avec nous ce matin. Première vague il y a quelques jours, 19 noms. Hier, deuxième vague, 19 noms. On va décliner ça de 19 en 19. Et pourquoi plusieurs vagues d'abord? Première question. On n'a pas de chiffre fétiche, je vous rassure tout de suite, mais effectivement, on veut le faire progressivement. Ça permet d'abord de bien travailler les décisions, parce qu'à chaque fois, c'est des décisions passionnantes. On est en train de mettre en place, de régler des conflits, la future génération d'élus locaux de ce pays, et c'est très intéressant. C'est une tâche qui est objectivement passionnante. Donc on le fait progressivement. Il y a une commission nationale qui travaille de près à chaque fois en lien avec chacun des territoires. En lien avec le président de la République, Emmanuel Macron, on le dit très impliqué. Oui, j'entends beaucoup cela. Je réponds à la même chose à chaque fois. Je crois que le président de la République, il est évidemment très intéressé par les situations locales. Il vous locales. appelle beaucoup, ça se passe comment? À vous? Mais comment ça se passe concrètement? Il vous appelle par téléphone, il vous dit un tel, regardez ce dossier. Se voir de temps en temps. Mais pourquoi est-ce qu'il est intéressé par ces situations-là? Parce que c'est clé pour porter le projet qu'on a envie de porter pour le pays. On a bien vu depuis le début du quinquennat que très souvent, on faisait des choses à l'Assemblée nationale, mais que justement la difficulté, c'était le dernier kilomètre de la réforme. Bien là, pour moi, c'est ça l'enjeu des élections municipales. C'est d'avoir des élus locaux progressistes qui sont en capacité de faire la différence entre réformer et puis transformer ce qui doit se passer sur le terrain. C'est pour ça que c'est totalement clé. C'est d'ailleurs, à mon sens, profondément lié à l'acte 2 du quinquennat. Mais en aucun cas, c'est le président de la République qui décide. Il se tient informé, on échange, et puis on a une commission nationale d'investiture qui prend les décisions. Marcelo Vesfred. Alors vous faites un pari osé dans la liste des 19, notamment à Bordeaux, puisque Thomas Cazenave est investi. Thomas Cazenave, qui est un proche du président de la République. Alors vous dites que le président de la République regarde ça, mais n'intervient pas. Mais enfin, c'est un très proche. Il a été élu secrétaire général adjoint de l'Élysée, comme Macron. C'est un techno dans une ville qui a été dirigée par la droite depuis 1947. Chaban-Delmas, Alain Juppé, c'est quand même très audacieuse. Vous êtes sûr que le pari va être gagnant? Oui, c'est audacieux. Non, on verra bien. Il y a une campagne à mener, il y a une dynamique. Et en l'occurrence, c'est un candidat que je suis très fier de pouvoir mettre en piste, si je puis dire, parce que je pense que c'est un bon candidat. Et je pense qu'il a travaillé collectivement avec les marcheurs localement. Il a d'ailleurs rassemblé tout le monde pour porter un bon Sauf projet. Sauf le MoDem, pour il n'a Bordeaux. pas rassemblé le MoDem. Mais le MoDem, premier adjoint du maire sortant, il continue avec le maire sortant, Nicolas Florian. C'est une bonne illustration de ce que je souhaite que La République En Marche fasse dans ces élections municipales. C'est-à-dire, à chaque fois, se poser la question de savoir qui est le mieux à même de porter un projet progressiste. Et là, en l'occurrence, parce que nous avions un bon candidat, un bon projet, il m'a semblé qu'il était plus important de faire un choix qui est un choix audacieux, certes, plutôt qu'un choix de confort qui aurait été effectivement peut-être de soutenir le maire sortant. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit aborder, parce que si on ne part pas du fond, si on ne part pas de notre capacité à porter les projets, alors on perdra notre boussole, et je vais vous dire, on perdra aussi les marcheurs. Quel sens ça a de présenter un candidat contre Nicolas Florian, qui appartient à une majorité avec laquelle, qui est macro-compatible? Moi, je ne présente pas de candidat contre. Je présente des candidats pour porter les projets. En phase 2, si vous voulez. Mais en phase 2, bien entendu. Mais quel sens ça a? Il me semble, en tout cas, que nous étions légitimes à nous poser la question de présenter un candidat. Le maire sortant n'avait pas particulièrement dit son souhait de travailler avec la majorité présidentielle, son souhait de voir réussir la majorité présidentielle. Il n'a pas appelé à soutenir nos listes aux élections européennes. Il a gardé son appartenance aux Républicains. Tout ça n'est en rien infamant. Et je crois que la campagne qui se mènera à Bordeaux sera une campagne pacifiée, c'est un proche de Valérie Pécresse, positive. Et donc, il n'y a aucun cas une animosité vis-à-vis du maire sortant. Mais je crois qu'en effet, le meilleur candidat pour Bordeaux, c'est Thomas Cazenave. Est-ce que le but, c'est de poursuivre la recomposition entamée en 2017, quitte à casser des majorités avec lesquelles vous pourriez travailler? Le but, c'est d'être fidèle à l'ADN de La République En Marche. L'ADN de La République En Marche, c'est d'engager des citoyens dans la vie politique, de renouveler les visages, de renouveler aussi les usages. Et donc, oui, dans la quarantaine de premières investitures qu'on a pu faire, il y a beaucoup de candidatures qui viennent de la société civile, y compris dans des villes de taille importante. Oui, et ça me semble important. Et deuxièmement, je vais essayer de vous répondre de façon complète. Oui, bien sûr,
c'est de continuer à rassembler. Moi, je crois que nous avons un devoir dans la vie politique française, c'est de faire le rassemblement des progressistes. Et donc, dans nos premières investitures, vous voyez aussi qu'il y a des candidatures et parfois des soutiens, parfois de maires sortants de gauche, parfois de maires sortants de droite. Mais je vais vous dire, ce qui nous intéressera dans cette élection, c'est moins les étiquettes que les projets et notre capacité à faire bouger les lignes. Un exemple concret. Par exemple, à Bourg-les-Valences, vous avez investi hier Wilfried Payès, qui est le chef de cabinet de Patrick Kanner dans cette maison, président du groupe socialiste. Là, vous cherchez à faire un coup. Mais non, on ne raisonne pas en logique de coup. Il s'avère que ce candidat-là était d'ailleurs très investi localement, très implanté localement. C'est la bonne personne. Et on a considéré que son étiquette politique d'origine était secondaire. Et à chaque fois, c'est comme ça que je raisonnerais les étiquettes, les appartenances, y compris celles et ceux qui ne quittent même pas leur formation politique. Moi, ça m'intéresse beaucoup moins que notre capacité à rassembler et à proposer des projets. Alors, je crois que c'était le cas aussi à Bourg-les-Valences. Expliquez-nous aussi ce qui a été décidé hier soir en bureau exécutif de La République En Marche, vous y étiez évidemment, l'éviction, parce que c'est le terme, de Caroline Collomb, l'épouse du maire actuel de Lyon, qui était à la tête de la référente dans le Rhône de La République En Marche. Elle ne sera plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le parti lâche, l'appareil lâche Gérard Collomb? Pas du tout. Et c'est en aucun cas lié aux candidatures potentielles sur Lyon. En l'occurrence, Caroline Collomb, qui a fait du bon boulot à la tête du département. Et je salue son travail. Mais elle était très contestée en interne par les marcheurs. En l'occurrence, par ses fonctions, elle est magistrate, elle était empêchée dans des moments d'élection. Ça a été le cas pendant les élections européennes. Elle s'est mise elle-même en retrait. Et c'est le cas, vous savez qu'à partir de septembre, c'est la campagne municipale officiellement qui démarre. Dès septembre, la même situation se produit. Et donc, tout simplement, il faut que le département puisse avancer. Et donc, on a pris cette décision qui est une décision, très honnêtement, opérationnelle et organisationnelle. Et donc, en rien, ça n'a de lien avec les candidatures à Lyon. Mais je vais être très clair sur ce point-là. Quelle est votre attitude vis-à-vis de votre allié principal, François Bayrou, et le MoDem? Vous discutez, ça se passe au pied à pied, ça se passe bien, ça se passe moyennement bien. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et d'ailleurs, un peu contrairement au papier que j'ai pu lire ces derniers jours, moi, je me suis toujours exprimé de façon claire. Le MoDem, pour La République En Marche, c'est plus qu'un partenaire. C'est un allié. Et donc, on discute de façon extrêmement régulière. Vous allez lui céder beaucoup de choses. On a fixé un certain nombre de principes. Vous allez lui céder les principes de discussion. Le principe de discussion, c'est que moi, je n'avance jamais, et on a fait 2 vagues d'investiture, sans en avoir parlé avec François Bayrou et sans qu'on ait pu avoir un travail ensemble. Deuxième principe, à chaque fois où on peut aboutir et faire ensemble, on fait ensemble. Et je vous rassure tout de suite, dans l'immense majorité des cas, eh bien, on aura des stratégies communes. Et puis, troisième principe, si parfois on a des stratégies divergentes, vous avez parlé de Bordeaux, le MoDem a un premier adjoint à Fabien Bordeaux, Robert. Fabien Robert, eh bien, tout ça est respectable et on accepte l'idée de pouvoir faire campagne séparément. Et je vous rassure aussi, ça ne remettra en rien l'unité de la majorité présidentielle. Vous avez un gros point de divergence sur Paris, par exemple. Le MoDem aimerait repousser l'annonce de la tête de liste de manière à voir qui se dégage parmi les candidats. Vous souhaitez toujours l'annoncer le 10 juillet? C'est la Commission nationale d'investiture qui décidera cela. Et c'est pour ça qu'on a une Commission nationale d'investiture. Elle est souveraine à décider la date de l'annonce. Et à titre personnel, moi, je me suis toujours exprimé selon la même ligne. Oui, je pense qu'il est souhaitable que nous désignions notre candidat ou notre candidate avant l'été. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travail, de préparation à mener. C'est une élection qui est une élection importante. Il y a 17 listes d'arrondissement à constituer. Il y a un travail sur le fond à faire. Les marcheurs ont beaucoup travaillé ces derniers mois pour préparer un projet pour Paris. Et donc, au moment où nous choisirons l'incarnation pour ce projet, eh bien, il y a un travail très fin à mener. Et je crois qu'il serait favorable et souhaitable que ça soit fait avant l'été. Même si ça tend un peu les relations avec le MoDem. Mais moi, je ne sens pas les relations tendues. On se voit toutes les semaines avec l'exécutif du Paris, MoDem. ça sera un point de crispation quand même. Bien, moi, je crois qu'il faut avancer. Il faut se poser la question de la meilleure incarnation possible. Et encore une fois, la meilleure manière de faire avec nos partenaires, c'est y compris de le faire dans la clarté, de dire ce que les uns et les autres on pense. Moi, je l'ai dit suffisamment clairement concernant Paris. Dernière question sur les municipales. Vous avez rencontré le maire de Toulouse le week-end dernier, Jean-Luc Moudenc. Il ne fait pas partie des têtes de liste annoncées lors de cette vague d'hier.
Il semblerait que vous souhaitiez qu'il se déleste de quelques élus de sa majorité proche de sens commun pour finaliser c'est pas un comme ça accord. Est-ce que c'est ça le deal? Oh non, on n'a pas du tout eu cette discussion-là. On a eu une discussion qui a abouti à l'idée que oui, ça valait le coup de se parler. Ça valait le coup de voir, y compris localement, si on pouvait construire un projet commun, si on pouvait construire une approche commune pour la ville. Et donc, aucune décision n'est prise. Je crois que c'est important, le maire de Toulouse est dans un positionnement, je pense, très constructif vis-à-vis de la majorité présidentielle. Il faut que les choses soient claires. Ceux qui travailleront avec nous demain, ou à l'inverse, ceux avec qui nous travaillerons, bien, ils doivent être clairs dans leur positionnement. Je crois que souhaiter la réussite de la majorité présidentielle, non pas pour une question partisane, non pas pour dire moi je souhaite que En Marche réussisse et gagne toutes les élections, je souhaite que mon pays réussisse et donc que la majorité réussisse. Je crois que le maire de Toulouse est sur cette ligne-là. Ça autorise la discussion, elle aura lieu, et puis les décisions, on les prendra un peu plus tard concernant Toulouse. Mais très sincèrement, on n'a pas eu une discussion d'accord. Et d'ailleurs, je pense que la discussion, elle doit se faire plutôt localement, parce que c'est là où on sera le plus à même de se dire, est-ce qu'au fond, on est aligné, on est raccord sur le projet qu'on veut porter pour la ville de Toulouse? Alors dans l'actualité, il y a aussi un sujet qui fait beaucoup parler, c'est l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, le Mercosur. Cet accord, il fait jaser et Emmanuel Macron a dit que c'était un bon accord. Stanislas Guerini, vous êtes à la tête du parti, donc vous avez aussi parfois votre sensibilité. Est-ce que vous diriez, vous aussi, que c'est un bon accord? Je crois que les cadres généraux sont des bons cadres, pour une raison très simple notamment. Il y a une attention environnementale qui doit être portée sur cet accord. Et le président de la République avait pris une position très claire. Il était d'ailleurs bien seul à ce moment-là en disant « Nous ne signerons pas d'accord commercial avec des pays ou des groupes de pays qui ont quitté l'accord de Paris. » Qu'est-ce qui vous empêche demain que du bœuf aux hormones entre via Rotterdam sur le marché européen? Je vais vous répondre, mais dans cet accord, il figure le fait que les pays signataires demeurent dans l'accord de Paris, avec toutes les contraintes positives, évidemment, que cela induit, et notamment des contraintes sur la préservation de la biodiversité au Brésil. On sait que plus de 200 pesticides ont été réintroduits par le président Bolsonaro. Un président qui a plutôt déforesté pour l'instant. Bien, si par cet accord, on arrive à arrimer le Brésil et à arrimer le président brésilien à des objectifs environnementaux, alors on aura fait bouger les lignes. Mais je vais vous dire les choses très clairement. Il faudra que cet accord soit ratifié d'abord par le Parlement européen, puis par les parlements nationaux. Les choses doivent se faire de cette façon-là. Et donc, il faut de la vigilance. Pour l'instant, nous n'en connaissons que les grandes lignes. Et donc, oui, il y a un certain nombre de clauses, a priori, qui figurent dans cet accord, qui sont rassurantes, notamment sur le respect des normes sanitaires, sur les clauses de sauvegarde pour ne pas déstabiliser les filières agricoles françaises. Et donc, évidemment, et je comprends que des voix dans la majorité veillent à cela, nous devrons bien vérifier que dans les faits, au bout du compte, l'accord que nous ratifierons comprend bien ces clauses-là. C'est la seule manière d'avancer. Ça doit se faire dans la transparence et dans la vigilance. Puisqu'on parle d'environnement, des manifestants ont été évacués ce week-end qui faisaient un sitting sur le pont de Sully, des manifestants écologistes. Ils ont été évacués de façon assez musclée, du gaz lacrymogène projeté assez près du visage. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne manière de faire? François de Rugy a dit que lui trouvait ça un fonctionnement normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai été, comme beaucoup, assez heurté par les images. Je crois que quand on voit les images que vous décrivez, on se dit qu'effectivement, il n'y a peut-être pas là la bonne pratique et la bonne procédure quand des personnes sont assises sur un pont et qu'on leur met des bombes lacrymogènes dans la figure. Il y a des enquêtes administratives de la police des polices qui ont été ouvertes. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça doit fonctionner de cette façon-là à chaque fois, mais ça ne doit en rien empêcher le fait de saluer le travail des forces de l'ordre depuis des mois, qui quand même, et moi je le vois à Paris, je suis un élu de Paris, j'ai eu souvent l'occasion de rendre visite aux 2 commissariats dans ma circonscription, je vois des forces de l'ordre qui ont mené un travail exemplaire, sans trop de débordements d'ailleurs, et qui sont épuisés aujourd'hui. Donc on peut à la fois saluer les forces de l'ordre et dire que oui, c'est normal qu'il y ait des enquêtes de la police des polices qui soient ouvertes le cas échéant. Lorsque François de Rugy justifie cette évacuation, est-ce qu'il n'a pas parlé un petit peu trop vite, ministre de l'Environnement? Pas à moi de juger. Il y avait une situation d'empêchement de circulation. Je vous donne mon avis. Mon avis, c'est que les images que j'ai vues, comme beaucoup,
elles m'ont heurté, évidemment. Et donc, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait cette enquête-là. Je ne crois pas que le ministre de l'Environnement soit sur une ligne très différente de ça. Le ministre de l'écologie dont on parle était avant président de l'Assemblée nationale et il avait pris cet engagement, comme d'autres, qu'à mi-mandat, les postes bougeraient. On est à mi-mandat, il y a aujourd'hui 40 postes à l'Assemblée nationale qui, au sein de la majorité, devraient voir leur titulaire changer. Et pourtant, on a l'impression que c'est très difficile. Encore une fois, vous avez un problème de casting et ça va être difficile de pourvoir ces postes. Pourquoi ? Ah non, vous le dites quand il y a trop de candidats, qu'on a un problème de casting, ou quand il n'y en a pas assez, que c'est le cas aussi. Bon, moi, je crois que c'est très sain, c'est une bonne pratique. Effectivement, quand on a été élu, La République En Marche a voulu mettre en place cette bonne pratique de dire il faut qu'il y ait de la respiration pour que justement on puisse favoriser le renouvellement des visages. Ben, au moment où ça est en train d'advenir, je ne crois pas qu'il faut se plaindre. Il y a des ambitions saines qui peuvent s'exprimer. C'est très bien comme ça. On aura la discussion dans les semaines qui viennent, puisque avant l'été, au sein du groupe, on se mettra d'accord là-dessus. Moi, je ne crains pas ce moment de démocratie interne, parce que la cause est bonne, c'est-à-dire d'avoir de la respiration et du renouvellement des visages, y compris dans le groupe parlementaire. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle d'Emmanuel Macron, hein, vous avez expliqué la relation que vous avez avec lui, mais que c'est vous qui décidez, etc. Vous n'avez pas du tout parlé du rôle du Premier ministre, Édouard Philippe. Pourtant, c'est le chef de la majorité, en théorie. Parce que vous ne m'avez pas interrogé. Oui, alors, je vous interroge. Quel est le rôle d'Édouard Philippe dans pèse-t-il sur les investitures? Il y a quand même des sujets sensibles. Bordeaux, hein, c'était la ville d'Alain Juppé, dont il était très proche. Il est proche de Nicolas Florian, qui est lui-même proche de Valérie Pécresse. Il y a tout un écosystème là à droite. Comment vous faites avec Édouard Philippe? De la même façon, puisque vous me posez la question, j'ai exactement le même mode de fonctionnement avec le Premier ministre, c'est-à-dire qu'on échange régulièrement. Et là aussi, on n'avance pas sans il avoir a des demandes partagé précises, les informations. Il vous fait part d'un certain nombre il peut avoir des avis sur des dossiers. Évidemment qu'il a des avis. Il est le Premier ministre, c'est un ancien maire, il connaît extrêmement bien les territoires. Donc je peux vous dire qu'à chaque fois, à chaque situation, son regard est extrêmement précieux. Donc il soutient le choix de Thomas Cazenave. Je l'utilise avec beaucoup d'intérêt. Alors, et sur Thomas Cazenave, il soutient le choix que La République En Marche a fait contre Nicolas Florian, qui était si proche d'Alain Juppé, dont il était plus que proche. Moi, je répète que c'est un choix pour, et je crois que le Premier ministre vous en a parlé, le Premier ministre ? Nous avons discuté, et je crois que le Premier ministre apprécie beaucoup et la personnalité et la qualité humaine et la compétence de Thomas Cazenave. Il ira soutenir des candidats sur le terrain, comme Thomas Cazenave, par exemple. Nous verrons bien. Ça, nous n'avons pas évoqué cela. Je crois que le Premier ministre est généralement plutôt engagé dans les campagnes. On l'a vu lors de la campagne des européennes. Et à chaque fois, c'est une bonne chose, parce que son apport pour la majorité présidentielle est extrêmement précieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche, d'avoir été notre invité. Merci Marcelo Westphred du Figaro. Et merci Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Merci. On passe au débrief de vos propos et de l'actualité avec Denis Jambard et Yves Tréhard dans un instant. Stanislas Guerini quitte ce plateau. Bonjour Denis Jambard. Bonjour. Éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Et bonjour Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves, bonjour à tous. Bonjour à tous. Dites-moi, c'est pas un poste facile, délégué général de la République En Marche en ce moment. Vous avez entendu, il a le président de la République d'un côté, le Premier ministre de l'autre, tous les cas réglés avec le MoDem. Dites-moi, c'est pas simple d'être à la tête d'un parti. Rappelez-moi, au LR, Christian Jacob, il doit se faire élire et personne. Enfin, c'est quand même très compliqué. À LFI, c'est qui déjà le patron du parti? il est mal. Au PS. Mais d'ailleurs, il est où, Olivier Faure? J'adore le lancer comme ça. J'adore le lancer. On cherche Olivier Faure. Il est en forme, l'été lui réussit. Non, mais c'est le temps fort d'un parti politique, des investitures municipales. C'est municipal. Et puis attendez, pour la République En Marche, c'est une première, puisque par définition, il n'y a pas d'ancrage local. Donc, ils n'ont pas intérêt à se rater. Ils doivent composer avec des gens qui sont déjà en place pour essayer. C'est la meilleure façon, à mon avis, pour eux d'essayer de remporter quelques municipalités. C'est de composer avec des élus qui ont déjà une étiquette, mais qui sont Macron-compatibles, comme on dit. Donc, c'est un art de la diplomatie poussé à l'extrême. Vous connaissez bien François Bayrou, Denis Jambard, vous l'avez souvent interviewé, vous étiez patron de l'Express. C'est un homme politique de la génération précédente. Non, en tout cas, il fait partie du paysage. Il va être content. Parce qu'il est convaincu de faire partir du nouveau monde. Il fait partie du paysage depuis bonjour quand même, s'il nous écoute. Il a de l'expérience, il pèse
à votre avis, sur l'ensemble de ces investitures qui sont oui. distribuées par La République En Marche? Yves Traer dit oui, et vous? Oui. Bah oui, je partage l'avis d'Yves, évidemment. Et puis c'est un enjeu important aussi pour lui. Et là, on peut faire confiance à son expérience sur le terrain pour se battre, parce que c'est aussi... Yves avait raison de le dire, pour La République En Marche, c'est très important, parce que c'est pas un parti enraciné encore, et donc c'est ce rendez-vous municipal est peut-être le moyen de le faire. S'ils ne réussissent pas, c'est un vrai problème. Ils resteront hors sol, un peu comme ça. Et pour François Bayrou, c'est le moment de peser, en réalité. C'est-à-dire de montrer que le MoDem ne souffre pas de son alliance avec La République En Marche. Donc il ne peut pas céder. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va préserver le maire de Bordeaux sortant plutôt que d'être avec La République En Marche. Ça ne va pas aller sans tension. Mais il faut dire que ça a toujours été comme ça. Il faut quand même rappeler que Mme Aubry est alliée au MoDem à Lille. C'est assez baroque, les élections municipales. Mais l'enjeu, pour revenir à La République en Marche, c'est de savoir, le pari qu'ils font, c'est qu'il y aura une envie de renouvellement, comme en 2017, pour la politique nationale. Est-ce que ça va fonctionner comme ça ou pas? Moi, je n'ai pas la réponse. Mais c'est bien ça le pari de La République En Marche. Est-ce qu'ils vont réussir à balayer des élus qui sont souvent installés depuis très longtemps? Ça se double du fait que c'est assez difficile de composer des listes au municipal maintenant. Donc voilà, mais c'est un rendez-vous très important à 2 ans de la présidence. Ils ont une chance, c'est qu'on est dans une phase quand même de renouvellement ou de bout, si vous voulez, de carrière municipale. C'est vrai à Marseille, puisque Jean-Claude Gaudin quitte la mairie de Marseille. À Lyon, il y a quand même aussi... Gérard Collomb n'est plus du tout les candidats, dans une situation de force, je dirais. À Lille, Madame Aubry se représente, mais elle a quand même fait pas mal de mandats. À Bordeaux, c'est l'après-Juppé qui se joue. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où il y a quand même... je dirais, une relève qui doit être assurée, et ils ont la chance d'arriver à ce moment-là. Le rôle singulier de ce Premier ministre, issu donc d'une majorité différente de celle qui a été portée au pouvoir, il venait d'LR, il se retrouve un peu tiraillé, le Premier ministre, entre ses anciens amis, dont certains sont encore ses amis d'ailleurs, c'est le cas du maire de Bordeaux, qui a succédé à Alain Juppé, dont il était très proche, et là il voit investir par La République En Marche un concurrent, au fond, de quelqu'un qui était son allié. Non, moi je trouve que... Si vous voulez, le maire de Bordeaux, là, pour le moment, de toute manière, il ne faut surtout pas qu'il se mêle de tout ça. Il a vraiment d'autres chats à fouetter. Le Premier ministre, pardon, il a d'autres chats à fouetter. On verra, mais bon, c'est le risque qu'il a pris quand il a rejoint la majorité présidentielle. De toute manière, il savait que ce serait un parcours semé d'embûches. Objectivement, du point de vue politique, il a plutôt réussi les choses. Parce que c'est vrai qu'il a... permis de confirmer l'ancrage d'une partie de l'électorat des Républicains dans la majorité. Et il est sorti, même si le mouvement avait été très largement amorcé aux élections législatives de 2017, à poursuivre ce mouvement aux européennes et éviter, en réalité, si La République En Marche n'a pas connu une véritable catastrophe, elle a quand même perdu 1 300 000 voix depuis les législatives de 2017 où il y avait eu le même taux de participation. Mais c'est grâce au fond au Premier ministre, parce qu'il y a une partie de l'électorat de droite qui est venue compenser le départ massif d'électeurs de la gauche, et notamment vers les Verts. Bien sûr. Comment s'organise justement, là vous avez entendu Stanislas Guerini ce matin expliquer comment la commission d'investiture au fond distribuait ces investitures. Vous avez bien compris l'articulation entre le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre... On ne va pas se raconter de trop dire. On va pas dans le bureau du président. On va pas se raconter trop d'histoires. La commission d'investiture, elle est là. C'est Emmanuel Macron. Pour la galerie, c'est Emmanuel Macron qui décide de tout. C'est évidemment Emmanuel Macron qui va décider du candidat de la République En Marche à Paris, qui sera vraisemblablement Benjamin Griveaux. C'est Emmanuel Macron qui va décider de tous ceux qui ça a toujours été comme ça sous la Ve République. C'est pas nouveau, c'est pas parce que même le général de Gaulle s'occupait des élections municipales. Mais là, il n'y a rien de neuf sous le soleil, je dirais. Il y a une logique qui veut que tout remonte au président de la République, et l'élection municipale, elle est importante, très très importante, parce que elle a des conséquences, en plus électorales, sur le Sénat notamment. Sur le Sénat, bien sûr. Et le Sénat, eh bien, il est à majorité LR. Donc, s'il veut continuer son travail de sape, le président de la République, ou de recomposition, plus exactement, c'est pas un travail de sape,
il a intérêt à ce qu'il y ait le plus d'élus locaux, parce que après il y a les élections sénatoriales qui vont intervenir au mois de septembre, si ma mémoire est bonne, 2020, et puis pour la moitié du Sénat, et puis après une autre élection sénatoriale qui aura lieu 3 ans après. Donc ça a des conséquences, une élection municipale. Et puis l'élection municipale, c'est là où, je dirais, les maires qui sont élus et les élus locaux, c'est eux qui travaillent l'opinion aussi qu'il a. Et c'est eux qui sont en contact, c'est de la politique de proximité. Et donc ça est concrète, et donc ça a une incidence importante pour la vie nationale. Et un mot sur le maire de Lyon. Gérard Collomb, vous avez vu que sa femme n'a pas été retenue, pas d'investiture pour elle. À sa demande, à la demande de Gérard Collomb. À sa demande. Quelle est la situation du maire de Lyon? Sous la pression. Et sous la pression. Oui, quelle est la situation du maire de Lyon réelle? Il continue de dialoguer avec le président de la République. Très mauvaise, dit Yves Tréhard. Je partage ce point de vue. Je crois qu'il est en très grande difficulté. Et je l'ai écouté ce dimanche sur Europe 1. On sent bien qu'il est en difficulté. Il a beaucoup moins d'assurance dans ses propos sur son avenir à Lyon. Alors il sera candidat, mais il a convenu à l'antenne qu'il allait aussi discuter avec le président de la République. Il essaie de déminer un terrain qui est très largement miné maintenant. Merci. Il a un problème majeur, c'est que... Enfin, pas majeur, avec la mais métropole. Avec tout le monde économique lyonnais qui n'a pas du tout accepté le fait qu'il quitte Beauvau pour revenir. Et ça fait de l'ancienne politique, si vous voulez. Et ça, c'est pas très bon. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci. Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. La pétaudière européenne, c'est son éditorial dans Nice Matin aujourd'hui, à Denis Jambard. On regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos, chez nos confrères, mais également dans les journaux télévisés hier soir et les émissions politiques. On se retrouve juste après. À tout de suite. 3 jours après l'intervention musclée à coups de gaz lacrymogène des forces de l'ordre contre des militants écologistes, le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à l'IJPN, la police des polices, pour violence volontaire. Lorsqu'on voit ces images, évidemment, elles sont choquantes. On ne peut pas dire autre chose. Pour autant, et je crois que c'est cela qui est important, le ministre de l'Intérieur a demandé qu'une enquête soit conduite sur la manière dont les choses s'étaient passées. Il y a là, aujourd'hui, effectivement, dans notre pays, un problème avec ce gouvernement qui, visiblement, ne sait pas organiser, faire en sorte que les consignes soient suffisamment claires pour que ces exactions ne puissent pas être commises. Ces techniques, elles sont importées des États-Unis. On les a beaucoup vues il y a quelques années, où elles ont vraiment choqué en fait, à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est la France qui dit qu'elle doit revoir sa doctrine du maintien de l'ordre et qui fait exactement ce qu'elle condamnait il y a quelques années. Nous avons terminé cette journée sur ce qu'il convient d'appeler un échec. Parce qu'aucun résultat n'a été trouvé. Et je pense que c'est une très mauvaise image que nous donnons à la fois du Conseil et de l'Europe. Donc personne ne peut être satisfait de ce qui vient de se passer durant tant d'heures. Angela Merkel est en bout de course et Emmanuel Macron a été trop arrogant. Il a beaucoup agacé les autres chefs de l'État. Et du coup, il n'y a plus non plus l'autre moteur de l'Europe. Quand il n'y a pas de leadership, il y avait un couple qui était un couple moteur, le couple franco-allemand. Et on ne parvient pas à s'entendre. Moi, je pense que dans ces cas-là, il faut que ce soit la démocratie qui ait le dernier mot. C'est-à-dire que le président de la Commission doit être issu du premier parti qui a réussi les élections, c'est-à-dire... C'était comme ça que ça se passait avant. Le PPE, c'est-à-dire le PPE. Et on était dans un mur. Alors, parce qu'on a un parti conservateur, le PPE, qui aujourd'hui... Qui est le parti d'Angela Merkel. Oui, mais qui est aussi un parti qui a pendant des années considéré que l'Europe, c'était son affaire. Il y avait la présidence de la Commission, il y avait des élections, on savait déjà avant les élections ce qui allait se passer, après les élections, c'était simple. Et en fait, il y a un changement. Il y a eu un changement en Europe. Qu'il pactise avec Bolsonaro, qui massacre la forêt amazonienne, qui a réautorisé des centaines de pesticides jusque-là interdits. Cet accord avec le Brésil de Bolsonaro, c'est une honte pour l'Europe. Est-ce que les partis traditionnels allaient faire leur mutation, leur conversion écologique? La réponse est malheureusement non. Est-ce qu'il fallait s'allier avec les uns, les autres, en espérant jouer le rôle d'aiguillon? C'est un échec. Donc il faut maintenant une écologie indépendante qui, effectivement, prépare l'exercice du pouvoir, et c'est le travail auquel nous allons nous atteler maintenant. Voilà, troisième partie de cette édition qui va commencer dans un instant avec Territoire Sénat. À tout de suite.